Bonsoir, donc on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale top 10 de mes films de vampires préférés. Bon oui, c'est l'approche d'Halloween et tout ça. J'avais préparé une vidéo pour le lundi qui vient, mais je ne la ferai pas parce que je trouve qu'elle est bancale. Je suis pas satisfait de la préparation de cette vidéo. Peut-être que je la proposerai l'année prochaine avec un peu plus de préparation. Peut-être pas. Je vais te proposer 10 films, on va en parler un petit peu. Je vais partir du 10e au 9e, 8e jusqu'au 1er. Donc parmi les top 10, mon top 10 des films de vampires. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché un peu et finalement il n'y en a pas tant que ça. J'en ai trouvé tout juste 10. Il y aurait peut-être un 11e, un 12e, mais bon, sans plus en fait. Après, il faudrait que j'aille voir sur les séries, mais bon, les séries, je vais tout de suite éjecter les séries. Je vais mettre dans la seule série que j'ai aimée de Vampire, c'est Vampire Diaries. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'actrice Nina Dobrev et que bon voilà, ça m'a donné envie de regarder, mais avec le recul, tu te rends compte que c'est une série qui est agaçante parce que les vampires, c'est des vampires amoureux, c'est totalement absurde. Et puis c'est agaçant, ça devient vite agaçant parce qu'ils sont en train de... Vampire Diary, c'est pas compliqué, ils sont dans une petite ville et t'as certains épisodes, ils trucident des centaines et des centaines de gens, parfois plein de belles nanas, tu sais, ils trucident plein de belles nanas sur certains épisodes, puis après ça continue tranquillement à vie. Non, mais il n'y a personne qui se pose des questions. Putain, il y a eu des milliers de disparus, je dirais même, parmi toutes les saisons, il y a peut-être eu 10 000, 20 000 gens qui se sont fait massacrer sur une ville qui doit même pas compter 10 000 personnes. Non mais c'est quoi ce délire quoi? Des fois c'est totalement absurde. Et voilà, c'est dommage. Mais c'est passionnant quand même. Toi, ces petites merdes de série, c'est un peu passionnant quoi. C'est les feux de l'amour en version vampire et tout ça. Et comme moi j'avais un coup de cœur pour cette actrice, bah j'ai continué à regarder. Mais avec le recul, c'est vrai, c'est naze. Donc il n'y a pas vraiment de... Pour moi, il n'y a pas de série. Il n'y a pas de série sur les vampires qui m'intéresse. Donc voilà, j'éjecte tout de suite les séries sur les vampires. Et pour les films, j'en ai une dizaine. Et les 2-3 qui sont à l'extérieur du top 10, c'est des trucs pas terribles, terribles. C'est plus par nostalgie qu'autre chose. Donc le 10e, c'est Daybreaker. Donc c'est un film de 2010 avec Ethan Hawke, Willem Dafoe et Sam Neill. C'est un film de Michael et Peter Spierig. Je te dis d'abord le synopsis. 10 ans après qu'une épidémie a transformé la population mondiale en vampire, une pénurie cruciale de sang cause la panique et d'effroyables mutations au sein de la communauté des survivants. Cause la panique et d'effroyables mutations au sein de la communauté des survivants. Ouais, c'est ça. A transformé la population mondiale. Parce que je me dis, putain, c'est pas le film que j'ai vu. Alors, certes, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois. On me l'avait conseillé, je crois que c'était un de mes frangins qui me l'avait conseillé. C'est un film très très spécial, mais j'avais énormément aimé. Comme je l'ai vu qu'une seule fois aussi, bah, je le mets en 10e position. Donc en gros, il y a plus de vampires au monde, voilà. Les vampires sont majoritaires au monde. C'est comme ça. Et les seuls humains qui restent servent finalement un peu de nourriture. Ils servent de nourriture. Donc ils les maintiennent en vie en gros. Ils maintiennent en vie pour se nourrir de leur sang et tout ça. Et en fait, il y a une histoire de rebelles, voilà. Donc il y a des rebelles qui vivent à l'extérieur. Et apparemment, à un moment donné, ils arrivent à trouver le moyen. C'est assez vague encore dans ma tête. Je l'ai vu il y a quelques années, quoi. Trouver un moyen finalement de renverser finalement cette épidémie qui transforme tout le monde en vampire. Voilà. Ils auraient trouvé le moyen de cela. En gros. C'est un film assez sombre, obscur. C'est pas un chef-d'œuvre. Bon, évidemment, j'ai eu du mal quand même à trouver 10 films de vampires. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon film de vampire.
C'est un sujet très intéressant, franchement ça vaut le coup d'œil. En neuvième position, on a Dark Shadows, donc j'en ai déjà parlé. C'est un film de 2012 avec Johnny Depp, Eva Green et Michelle Pfeiffer. C'est un film de Tim Burton dans le genre comédie fantastique. Donc celui-là j'aime beaucoup. Et je l'ai mis 9ème parce que certes c'est un film de vampire, mais ça reste pour moi très rigolo, très léger. C'est d'ailleurs le seul film comique de vampire que j'ai mis dedans. Le seul vrai film, la seule vraie comédie autour des vampires. C'est vrai, je dois avoir un autre film en Blu-ray comme ça. Il doit y avoir Alice Cooper, je crois que c'est Suckers. C'est pareil, c'est à moitié comédie, mais c'est assez spécial. Faudrait que je le revoie. Je l'avais acheté, je l'ai vu une fois parce qu'il y avait Alice Cooper dedans. Puis voilà, je l'ai jamais revu. Donc bon, je sais pas trop ce que ça vaut en fait. J'en garde un assez bon souvenir. Et ça se trouve, il aurait mérité à sa place dans le top 10, mais bon. Par fainéantise, j'ai pas voulu le revoir là tout à l'heure, mais bon. Daybreakers, que je n'ai vu qu'une fois, m'a beaucoup plus marqué par exemple. Et pareil pour le film qui vient après les autres, c'est des trucs que j'ai vu pas mal de fois. Donc Dark Shadows, dont je te lis le synopsis. Hein, allez. En 1752, les Collins quittent Liverpool pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas et commencer une vie en Amérique. 20 années passent et Barnabas a le monde à ses pieds. Riche et puissant, c'est un séducteur invétéré, jusqu'à ce qu'il brise le cœur d'Angélique Bouchard. Donc voilà, c'est un jeune riche qui finalement se fait maudire par une de ses employées, qui est amoureuse de lui, et elle le transforme en vampire, et elle tue sa bien-aimée en même temps. Donc voilà, et après elle l'enferme dans un cercueil et il se réveille 300 ans je crois après, dans un monde moderne, et ce qui donne finalement le petit côté drôle du film. Ça fait énormément penser à Les Visiteurs, le film français, tu vois. Ça fait un peu penser à ça, sauf que c'est un vampire et tout ça, etc. Donc voilà, petite comédie très sympathique. En 8ème position, j'ai mis Blood Red Sky. C'est un film de vampire que j'ai découvert sur Netflix. C'est un film Netflix. Ouais, c'est un film Netflix. Donc tu peux encore le trouver sur Netflix. Blood Red Sky. C'est pareil, ça c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais il m'avait énormément marqué. Donc c'est un film de 2021 avec Perry Baumeister et Dominique Purcell. Un film de Peter Stormare. Je te lis la synopsis. La jeune Nadia s'envole pour les États-Unis avec son fils. Lorsqu'un groupe de terroristes prend le contrôle de l'avion, Nadia doit utiliser le mystérieux pouvoir qui réside dans son corps pour protéger la vie de son fils. Donc le mystérieux pouvoir, c'est qu'elle se transforme en vampire en fait. Et en fait, évidemment, il y a des terroristes. Ce film est incroyable, c'est qu'il y a des terroristes qui prennent l'avion en otage. Et elle va tout faire pour sauver son fils, quitte à finalement se transformer alors qu'elle fait tout pour ne plus se transformer. Et elle part justement aux États-Unis pour essayer de guérir de cette maladie. Pour elle, c'est une forme de maladie. Et en fait, je te raconte pas la suite, mais c'est un film très très intéressant sur les vampires. Et ça me donne presque envie de le revoir. J'ai envie de le revoir d'ailleurs. Vu qu'il est sur Netflix encore, j'essaierai de me le remater. Très très bon film de vampire. C'est un film de 2021, ça va être le film de vampire le plus récent que j'ai dû voir. Découvrir en tout cas. En 7ème position, je vais te proposer un film que je t'ai proposé la semaine dernière. C'est Entretien avec un vampire. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S. Entretien avec un vampire. Alors j'ai revu le film. Et en fait, waouh, c'est un film qui a super bien vieilli. Je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je me rappelais d'un film lent. Certes, il est toujours aussi lent. Certes, le héros principal joué par Brad Pitt, si on peut le considérer comme un héros principal, est très très agaçant d'ailleurs. Les stats qui est joué par Tom Cruise nous le rappellent à la fin, et ce qui est très très drôle. C'est vraiment un film culte avec des scènes vraiment qui... Oui,
oui, ils sont très très marquantes parce que quand je les ai revus, je dis ouais, comme cette scène-là, elle est badass quoi. C'était des scènes très très marquantes. Ça restait ouais un film que j'aimais beaucoup. J'avais juste oublié que je l'aimais beaucoup à l'époque, il y a 20 ans de cela quoi. J'avais juste oublié que je l'aimais beaucoup et c'est vrai que c'est un très très bon film de vampire. Après, ça reste assez lent quand même. Ça reste quand même un film très très lent donc je le mets septième. C'est un film de 94 avec Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater et Kirsten Dunst. C'est un film de Neil Jordan. Bon, je te lis le synopsis, hein, il est rapide. Le destin de trois vampires se retrouve mêlé pendant des siècles, alternant entre amour et trahison, solitude et soif de vengeance. Ouais, c'est quand même un film marquant, c'est vrai. C'est vrai, c'est quand même dingue que j'ai oublié à quel point ce film m'avait marqué à ce point-là. Et quand je l'ai revu, j'ai l'impression que je le connaissais par cœur ce film-là. Je l'ai pas vu qu'une seule fois à l'époque, hein, je l'avais vu quand même peut-être deux, trois fois. Et c'est vrai que c'est un excellent film. Voilà, en sixième position, j'ai mis Blade, un film de 98 avec Wesley Snipes, Chris Christopherson et Stephen Dorff. Je te lis le synopsis. Blade n'est ni un homme ni un vampire, mais un hybride du bien et du mal. Et ce depuis le jour de sa naissance, où sa mère fut mordue et il laissa la vie. Immortel, Blade a conservé la force des vampires tout en éliminant leur faiblesse. Avec l'aide de son ami Abraham Whistler, il tente depuis longtemps déjà de mettre la main sur celui qui a causé la perte de sa mère. Blade, c'est un film, oui, j'ai été le voir au cinéma. C'est un film que j'avais adoré. C'est un film qui est vraiment un film d'action. Et ce côté un peu vampire hybride est très intéressant. Ça reste quand même un personnage qui est très torturé, qui est très dur, qui tue de sang-froid les vampires. Et ça donne des scènes qui sont vraiment impressionnantes, comme la scène de début de la boîte de nuit, toi. C'est des scènes qui étaient très marquantes, très impressionnantes à l'époque. Et avec l'arrivée du DVD et tout ça, waouh, ça a été une claque de voir des scènes comme ça. Ça a été un des DVD, c'est pareil, je me rappelle, des plus impressionnants quoi, par rapport à des scènes comme ça. Donc Blade, c'est beaucoup de scènes très impressionnantes, il y a beaucoup de sang, ça gicle de tous les côtés, c'est très gore. Et ce côté un peu justicier, mi-vampire, mi-homme, qui cherche finalement à dézinguer tous les vampires. Je trouve ça très intéressant, franchement c'est pas mal. Après, les suites m'ont tellement pas marqué que ça, voilà, les suites m'ont pas du tout marqué en fait. Donc à oublier. Voilà, le peu que je me rappelle, c'était à oublier. Le premier était extraordinaire et le reste c'est du remplissage, pas du tout intéressant. Alors en cinquième position, pareil, un film que j'étais voir au cinéma, la même année d'ailleurs, c'est Vampire avec un S de John Carpenter. C'est un film de 98 avec James Wood, Daniel Baldwin et Cheryl Lee. Donc c'est un film de John Carpenter, j'ai déjà précisé. Un film... je vais te lire le synopsis d'abord. Jack Crow est un chasseur de vampires. Après avoir vu ses parents succomber aux dents acérées de l'un d'entre eux, Crow a consacré sa vie à les chasser dans une traque impitoyable qu'il mène depuis des années en compagnie d'une poignée de mercenaires, connus sous le nom de Jim Crow, à la demande du cardinal Alba, émissaire du Vatican. Crow et ses hommes partent au Nouveau-Mexique avec pour mission de détecter les nids de vampires et de les détruire. Donc voilà, tout est dit, ce sont des chasseurs de vampires, et oui, ce sont des gars qui traquent des vampires, et en cela je trouve ça assez rock'n'roll. Donc au début il y a une nana qui se fait morte par un vampire, ils arrivent à la sauver juste à temps mais elle est condamnée. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont la capturer, et grâce à elle, comme elle est connectée au vampire, un grand méchant apparemment, donc ils vont tenter de traquer le vampire grâce à cette nana là. Et en fait, parmi l'équipe, t'as le James Wood qui joue le chef, qui joue Crow en fait. Lui c'est une grosse brute, il est sans pitié, c'est pareil, un peu comme Blade quoi. Sans pitié, il en a rien à foutre de la gonzesse, pour lui elle est condamnée, elle a terminé. Mais t'en as un autre qui
commence à tomber sous le charme de cette femme et tout ça, donc ça va créer des conflits, etc., etc. Mais ça reste un film d'action, un film vraiment percutant. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est pareil, mais pour moi c'était du grand John Carpenter. Mais on n'est pas dans du John Carpenter qui fait peur. Bon, John Carpenter, est-ce qu'il a fait vraiment des films qui font peur? Peut-être pas. The Thing, la chose. C'est un film qui est assez impressionnant. C'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes, ça c'est sûr. Surtout que c'est fait avec des effets spéciaux à l'ancienne. Donc là, quand je vois les images déjà du Blu-ray, c'est impressionnant. J'ai vu les images du 4K. Waouh, les effets spéciaux à l'ancienne avec des trucs animatroniques, mais ça reste vachement bien fait quand même. Franchement, c'est un film qui est vraiment très impressionnant, qui fait peur. Mais John Carpenter, c'est aussi des films d'action fantastiques comme il y a New York 97 qui est un film de science-fiction, un de mes films préférés de John Carpenter, dont La Chose aussi. On a des trucs Fog, on a Le Prince des Ténèbres. C'est des films qui sont censés faire peur, mais ils font pas si peur que ça. Donc Vampire, on est vraiment dans le côté film d'action, quoi. On est une sorte de Snake Plissken contre les vampires, quoi. Snake Plissken de New York 97 pour les connaisseurs. D'ailleurs, il y a une sortie 4K récente de Vampire. Je me laisserai sûrement tenter. Après, on va partir sur le quatrième film de Vampire. C'est pour ma part le plus effrayant de tous. C'est le plus glauque, le plus gore et le plus effrayant de tous. Et waouh, c'est très difficile à regarder comme film. C'est 30 jours de nuit. C'est un film de 2017 avec Josh Hartnett qui joue notamment dans Pearl Harbor que je t'ai présenté dans ma série des Incontournables et compagnie. On a Melissa George et Danny Huston. Et c'est un film de David Slade. Je te lis le synopsis. Alaska de nos jours. Au cœur de l'hiver, les habitants de la paisible ville de Barrow s'apprêtent à passer, comme tous les ans, un mois sans soleil. À la suite d'une série d'événements étranges, Eben et Stella, les deux shérifs locaux, vont découvrir l'invraisemblable vérité. Un gang de vampires a investi la ville pour éradiquer tous ses habitants. Eben et Stella et un petit groupe de rescapés vont alors tenter de survivre jusqu'à l'aube. À l'aube, évidemment, c'est au bout de un mois. Donc ils attendent l'aube dans un mois. Donc ils vont essayer de survivre pendant un mois à tous ces monstres et tout ça. Et voilà, et le film en lui-même, j'ai pas vu. Apparemment, il y a une suite. Enfin, il y a un autre épisode, je sais pas si une suite directe ou pas. Mais bon, c'est comme toutes les suites, voilà, c'est bon, merci. C'est comme Blade et tout ça, c'est bon, ça m'intéresse pas. En tout cas, ce film-là, il est vraiment très impressionnant. Si je dois t'en conseiller qu'un seul pour que ça te fasse peur, parce que t'as envie d'avoir peur et t'as envie d'être impressionné, je ne peux que te conseiller celui-là, 30 jours de nuit. Dans tous les autres films, ça reste des films de vampires, mais rien d'impressionnant. Voilà. Soit c'est comique avec Dark Shadow, Blood Red Sky, c'est très très bien, mais je me rappelle pas que c'était impressionnant non plus. Et franchement, ouais, 30 jours de nuit pour moi, c'est le plus impressionnant, le plus glauque, le plus gore aussi. Donc je peux que te conseiller celui-là si t'aimes vraiment, si t'aimes te faire peur, voilà, en regardant un film. En troisième position, donc là on va attaquer le top 3. J'ai mis Dracula pas de Bram Stoker, mais Dracula de Francis Ford Coppola. D'ailleurs, j'ai pas mis Francis Ford Coppola. Donc c'est un film de 93 avec Keanu Reeves, Winona Ryder, Gary Oldman et Anthony Hopkins. Je te lis le synopsis. Transylvanie, 1462. Viac Dracul laisse la belle Elisabetta pour aller guerroyer contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre le corps inanimé de sa femme, qui s'est suicidée à la fausse nouvelle de sa mort. Éperdu de douleur, il abjure sa foi et en appelle aux puissances du sang pour retrouver sa bien-aimée. Bon voilà, le synopsis parle du tout début de Dracula, ou pourquoi Dracula est Dracula. Ça, c'est le seul synopsis, ce synopsis, ce passage-là, je trouve, après coup, un peu ridicule. Je le mets quand même Dracula dans mon top 3 parce que j'ai découvert
Dracula avant d'avoir lu le livre Dracula de Bram Stoker. Il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est impossible qu'il y ait une histoire d'amour dans Dracula. Voilà, c'est pas possible. Ça, c'est Francis Ford Coppola qui l'a rajouté. Et derrière, on a Luc Besson qui prétend avoir lu le livre de Bram Stoker, qui dit qu'il revient à l'origine de l'histoire d'amour dans le livre de Bram Stoker. Mais non, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a que le film de Francis Ford Coppola qui parle d'une histoire d'amour et pourquoi finalement Dracula décide d'aller en Angleterre pour rencontrer Mina. Je crois que c'est ça, c'est Mina, la fiancée de Keanu Reeves. Je me rappelle, c'est Harker, je crois. C'est Jonathan Harker, je crois, le nom du personnage joué par Keanu Reeves. Et qui lui, finalement, se retrouve prisonnier du château de Dracula et va tout faire pour essayer de s'en sortir, de sortir de là. Et franchement, c'est vrai que le livre est très marquant sur pas mal de choses. Il est même beaucoup plus glauque parce que le livre se veut effrayant d'une certaine manière. Ce sont des séries de témoignages, de mémos, de tout ce que tu veux. Ça fait comme une sorte d'enquête. Et finalement, tu te retrouves à lire quelque chose d'assez effroyable et tu as même l'impression de dire que ça a vraiment existé, quoi. Et le film de Francis Ford Coppola, ça reste un film classique. Et comme je l'ai vu avant d'avoir lu le livre, ça me dérange moins cette histoire d'amour à deux balles. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est tout le reste qui est assez fidèle finalement à ce que j'ai lu dans le livre de Bram Stoker. Et c'est vraiment un film plaisant comme ça, enfin un film plaisant. C'est un film avec des très bons acteurs, Gary Oldman qui joue Dracula et Anthony Hopkins qui joue Van Helsing. Van Helsing, franchement, c'est un très bon film. Voilà, c'est un super film. Et je ne peux que le conseiller pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après, c'est dommage pour cette histoire d'amour à la con. C'est comme ça, il faut faire des films aussi qui plaisent. S'il avait enlevé peut-être toute cette histoire d'amour, c'est comme donner une excuse au mal et au monstre, tu vois. C'est ça qui m'embête énormément. Cette histoire d'amour, c'est-à-dire ouais, on a tué sa fiancée, donc il maudit Dieu et tout ça pour qui il s'est battu. Donc il maudit Dieu et en maudissant Dieu et en buvant le sang à un moment donné du Christ, en maudissant tout ça, il se transforme en une sorte de créature maléfique, tu vois. Et il est condamné à devenir une créature maléfique éternellement. Et en fait, à un moment donné, il rencontre Jonathan Harker et il voit la photo de sa fiancée qui ressemble à lui-même, la femme pour qui il s'est maudit, finalement, oui, il a maudit Dieu. Donc il va tout faire pour essayer de retrouver cette femme-là et de la ramener avec lui. Donc, et d'une certaine manière, c'est de rendre sympathique un monstre absolu, un abominable monstre. Et toutes les choses abominables qu'on lit dans le bouquin, par exemple, sur des bébés, des trucs comme ça, et finalement on le voit pas dans le film parce que dans le film on tente quand même d'humaniser un monstre. C'est le point qui est dérangeant. Ça n'empêche que je le mets quand même troisième parce que ça reste un super film et qui m'a marqué, tout ce que tu veux, c'est des bons acteurs, etc. etc. En deuxième position, j'ai mis un film vraiment incroyable. C'est un film envoûtant. C'est Only Lovers Left Alive. C'est un film de nuit. Et évidemment, les films de nuit, moi, ce que j'appelle film de nuit, c'est vrai que j'ai une catégorie film de nuit. Un film de nuit, il ne faut pas que ça se passe que la nuit. Ouais, il peut y avoir des films d'horreur la nuit. Tu vois, 30 jours de nuit, c'est un film d'horreur. Mais c'est pas, il n'y a rien d'envoûtant dedans. Pour moi, un film de nuit, c'est un film que tu regardes assez tard, minuit, 1h du matin, qui se passe éventuellement, principalement la nuit, mais surtout qui est très envoûtant, très lent, très inspirant, percé un peu de nostalgie, de mélancolie. C'est ça pour moi un film de nuit. C'est pour ça que certains films pour moi ne sont pas, même si ça se passe la nuit, je suis désolé, c'est pas des films de nuit. Lost in Translation, c'est un film de nuit. Millennium Mambo, c'est clairement un film de nuit de fou. Et Only Lovers Left Alive, c'est un film de nuit, même si c'est un film de vampire, c'est un film ultra envoûtant de fou. T'as des séquences, à un moment donné, ils se retrouvent devant une sorte de bar à l'étranger et il y a une artiste qui interprète une chanson.
c'est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai acheté le CD, j'ai acheté la BO et j'ai pas acheté le film en Blu-ray parce que j'attends une sortie 4K pour me le payer. C'est un film que j'ai vu il y a quelques années. Quand je dis il y a quelques années, c'est à 3-4 ans, tu vois. Ça a été un vrai coup de cœur. Je peux le mettre à nouveau dans la catégorie film de nuit comme moi je les vois. Donc film de nuit envoûtant, mélancolique, tout ce que tu veux. Et c'est un très très beau film, très lent évidemment. Ça va pas gicler de tous les côtés, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un film de 2013 avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston et John Hurt. Et c'est un film de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est celui-là qui a fait Ghost Dog, que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai vu The Dead Don't Die au cinéma, avec Bill Murray et tout ça. J'ai trouvé ça très très médiocre. C'est très spécial. Y a rien à faire, hein. C'est un film vraiment médiocre. J'ai essayé de le revoir, mais c'est un film très médiocre. Et les autres films, je ne l'ai pas vu. C'est un réalisateur de films un peu indé, hein. On est vraiment dans les trucs un peu hors normes. Quand tu vois Ghost Dog, The Dead Don't Die, ou t'as d'autres trucs que je connais un peu de réputation, c'est vraiment dans les trucs un peu indé, un peu hors normes. Il va assez loin, quoi. Il va assez loin dans le décalage. Autant Tim Burton a un côté indé au départ, mais il est resté très classique dans son cinéma. Et autant Jim Jarmusch, c'est vraiment t'as l'impression qu'il est encore plus décalé de ce que pouvait faire Tim Burton. Et je vais même dire de ce que pouvait faire Tarantino. Parce que Tarantino, finalement, il est resté dans un style très particulier, sans le lâcher, toi. Un peu un style nanar des années 80-70, très assumé, tout ce que tu veux, avec beaucoup de grossièreté, beaucoup de, de ridiculement correct, des trucs vulgaires, de vulgarité, c'est ça que je veux dire, avec beaucoup de vulgarité, mais par contre avec des intros exceptionnelles à côté. Ceci étant, finalement il s'est créé un style très particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vu sa popularité aujourd'hui, il sort de ce côté un peu indépendant, très particulier, il rentre dans une sorte de moule du cinéma hollywoodien. On voit bien que, bon, voilà, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, mais ce que je veux dire que Jim Jarmusch est jamais rentré d'une certaine manière dans cette forme de popularité. Il a fait toujours des films tellement spéciaux, tellement décalés, tellement indés dans sa façon de les concevoir, que bah parfois c'est un peu pourri et parfois c'est incroyable. Ghost Dog, je ne saurais dire si c'est un chef-d'œuvre ou pas, mais moi j'ai trouvé le film assez incroyable, assez particulier et incroyable. Un très très bon film. Si t'aimes les films un peu hors normes et tout ça, ça vaut le coup d'œil. Et Only Lovers Left Alive, c'est un film de vampire mais vraiment très particulier, mais dans un genre là cette fois-ci que j'adore énormément. Un film envoûtant, bon je vais pas me répéter tout ça. Et pour The Dead Don't Die, finalement il reprend les films de morts-vivants en essayant d'ajouter le côté comique et un peu ridicule. Je vais même dire un peu Tarantino-tesque. Ça se dit pas Tarantino-tesque. Ouais, il prend un peu le côté nanar de ce que fait Tarantino pour essayer de faire une sorte de comique, un bougli-bougla de je sais pas quoi. Et au final, ça donne, parce qu'en plus, t'as même Tilda Swinton qui est dedans d'ailleurs, qui joue encore dedans et qui joue à un moment donné, elle sort un sabre ou je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est elle qui sort un sabre. C'est très mauvais. C'est très nul à chier en fait, The Dead Don't Die. Pourtant, t'as plein d'acteurs que j'aime bien dedans. Mais par contre, c'est vraiment pourri. Et je suis sûr que les fans de Tarantino adoreraient ce film-là, tu vois. Donc ouais, il est vraiment très décalé, il est vraiment à part. Et comme il arrive pas à se stabiliser dans un truc comme Tim Burton et comme Quentin Tarantino, et ben en fait, il est toujours... voilà, je pense qu'il n'arrive pas à fédérer beaucoup de fans, en fait. Voilà, il fédère pour certains films, et pour d'autres, bah, il a beaucoup de mal à fédérer. C'est compliqué ce que je dis. Ouais, en tout cas, moi, pour ce film Only Lovers Left Alive, pour moi, j'adore. Je vais peut-être te lire le synopsis. Adam, vampire et musicien underground passionné de guitare, vit reclus à Détroit. Voilà déjà plusieurs siècles
s'aiment profondément. Mais Adam est de moins en moins en phase avec le monde qui l'entoure, tout comme Ève, fragilisée par l'âpreté du monde moderne. Pour réconforter son amant, elle décide de le rejoindre à Détroit. Voilà, voilà, voilà. Voili, voilux. Bon, bah maintenant le final, le top 1. En première position, j'ai choisi ce film-là qui est à l'envers. Je recommence. Donc en première position, je rigole parce que je t'ai présenté le film à l'envers. En première position, j'ai choisi ce film-là, qui est Vampire. Vous avez dit Vampire? Un film incroyable, incroyable, qui m'a marqué, que j'ai vu beaucoup trop jeune parce que mon frère regardait avec ses potes dans le salon ce film-là. Moi, quand j'étais descendu à un moment donné, j'étais tombé sur des images. Et c'est pour ça qu'après mes parents, ils ont tourné la télé en fait. Ils ont tourné la télé parce que la télé était côté, il y avait la cheminée, elle était du côté de la fenêtre, tu vois, dans l'angle. Et quand tu descendais, toi, de là-haut, de l'étage, là où était ma chambre, tu vois, et que tu traversais le salon pour aller à la cuisine, et bah, t'avais la vue sur la télé, tu vois. Donc après, mes parents, ils ont fait, parce que mon grand frère, l'aîné, il regardait des films d'horreur et tout ça. Et j'ai surpris Zombie, et j'ai surpris Vampire, vous avez dit Vampire. Je t'explique pas le cauchemar, que j'ai fait des cauchemars derrière. Mon film préféré de Vampire, c'est un film qui m'a donné plein de cauchemars pendant des semaines et des semaines. Donc c'est pour ça que mes parents, ils ont changé de côté la télévision, pour la mettre finalement un peu en dessous, d'une certaine manière, de l'escalier. Ce qui faisait que quand tu descendais, tu voyais pas vraiment la télé, mais tu avais le reflet quand même dans la fenêtre. Donc tu voyais un petit peu, mais tu voyais pas, voilà, des trucs horribles, quoi. Donc, et c'est vrai que ce film-là, j'ai découvert certaines scènes quand j'étais très très jeune. Bah, lui, imaginons, il avait dû commencer à regarder ça peut-être à 12, 13 ans, 14 ans, je sais plus. Et moi, je devais avoir 8, 9 ans, 7 ans. C'était peut-être avant qu'on parte à Rion et tout ça, donc... Ouais, il devait avoir 12 ans. 12 ans et regarder des films comme ça, de toute façon. Vampire, vous avez dit Vampire? Non, ça doit être interdit au moins de 18 ans quand même. Bon, peu importe, de toute manière... c'est marqué PlayStation 2, tu vois. DVD, PlayStation 2. Rien à voir. C'est juste que je remarque ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je l'ai découvert évidemment dans les mauvaises conditions. Et plus tard, bah, j'ai revu ce film-là, considéré comme un film comique. Mais alors, faut vraiment être bête pour considérer ça comme un film comique. Il n'y a rien de comique là-dedans. Il n'y a rien de drôle. J'ai jamais rien trouvé de drôle dedans. Il n'y a rien qui prête à sourire dedans. T'as une scène qui est très effrayante quand la petite amie se transforme en vampire là. Cette scène-là, je trouve que c'est une des scènes les plus effrayantes que j'ai vues dans les films de vampires, même dans les films un peu gore et tout ça, parce que la transformation de cette nana-là en vampire est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. C'est choquant. Je suis pas sûr que c'est ça que j'avais vu. Moi, j'avais vu autre chose. De ce que je me rappelle avoir vu quand j'étais très gamin. J'avais vu le pote du héros. Bon, je vais pas raconter. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce film culte de vampire. C'est un film, certes, c'est pas un film glauque, gore, super dur comme 30 jours de nuit et tout ça, mais c'est pas un film comique non plus. Voilà, attention quand même. Donc l'histoire, pas l'histoire, c'est un adolescent, on va dire, qui voit son voisin. Il surprend un voisin emménagé en pleine nuit à côté. Donc il le guette, tout ça, il regarde et il voit un cercueil. Ils sont en train de trimballer un cercueil, donc il se pose des questions. Et comme lui, il est amateur de films d'horreur et tout ça, il se dit mais c'est bizarre, est-ce que ça sera un vampire? Il se pose des questions. Et à un moment donné, il surprend une jolie gonzesse aller chez son voisin et tout ça. Et je dis ah bah tiens. Et en fait, à un moment donné, il commence à le guetter, à surveiller tout ça. Et là, il voit son voisin en train d'embrasser la belle nana. Donc là, il est waouh, super. Donc il se rince l'œil, tout ce que tu veux.
commence à ouvrir la bouche comme ça, avec des dents acérées, prêt à mordre le cou de la fille, tu vois. Et là, il se rend compte que c'est un vampire. Il découvre que c'est un vampire. Et là, commence le film. Donc là, il va d'essayer de convaincre toute sa famille, tous ses amis. Putain, c'est un vampire et tout ça. Et en plus, ce film-là est très stressant parce que le vampire, lui, il va tout faire pour essayer de continuer à vivre sa life de vampire, tu vois. Et il va tout faire pour effrayer ce gamin-là. Et il va se faire inviter chez lui par sa mère et tout ça. Et en fait, il va vivre l'enfer. Et cet adolescent va vivre l'enfer. Et pour échapper à cela, il va faire appel à un spécialiste des films d'horreur et de vampires. Un gars qui fait des séries télé, des machins et tout ça, qui présente des films d'horreur. Il va aller le voir pour lui demander de l'aide. Et, et ce gars-là va pas le croire et tout ça, etc. 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 Je suis en train de raconter tout le film, attention. Bref, c'est pas drôle, bordel. Je me répète parce que j'ai déjà parlé de ce film-là dans une de mes vidéos il y a très longtemps. Et putain, mais c'est pas un film drôle. Arrêtez de dire que c'est un film comique. Les gens sont fous, quoi. Les gens sont fous. C'est pas un film comique. Dark Shadow est un film comique. Ça, c'est pas un film comique. C'est un film quand même qui met... Voilà, bon, ça reste un super film. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, le vampire, c'est un vampire qui est vraiment glamour. À la fois horrible, à la fois glamour. Et t'as une scène de danse dans une boîte de nuit qui, avec même la musique est vraiment la musique est vraiment super de ce film-là. La musique de fin, c'est pour moi une musique qui résonne et qui mythique. D'ailleurs, je te la mettrai dans les incontournables chansons. C'est Fright Night. J'adore cette musique-là, musique un peu film d'horreur. Enfin, c'est une musique très particulière que j'aime beaucoup, qui me marque, qui m'a énormément marqué en plus du film. Et c'est vrai que il y a des scènes, la scène de danse en boîte de nuit, j'ai adoré, vraiment une super scène. Et puis il y a plein de scènes, hein, il y a plein de scènes incroyables, dont la scène évidemment de transformation de l'autre en vampire, vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Cette scène-là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. À chaque fois que je suis limite en train de détourner le regard, bon, je la connais par cœur, puis bon. Voilà quoi. Un film incroyable. Voilà. Que dire de plus? Vampire, vous avez dit Vampire. Alors il y a une suite. Il y a Vampire, vous avez dit Vampire 2. Et quand je parlais des quelques films que je mettrai après, je mettrai Vampire, vous avez dit Vampire 2, que j'avais en VHS à l'époque. Là, il vient de sortir en Blu-ray justement. Mais bon, c'est pas un film que je trouve exceptionnel en soi. Bon. C'est un film. Bon. J'en garde pas un souvenir impérissable. C'est une suite correcte, mais un peu redondante, toi. C'est un peu poussif. On reprend les deux acteurs principaux, mais c'est très poussif. Voilà. C'est très poussif. Faudrait que je le revoie quand même. Mais déjà, mon impression de l'époque, tu vois, c'est ça. Alors qu'à l'époque, il y a plein de trucs que je trouvais vraiment exceptionnels à revoir aujourd'hui. Voilà, j'ai pas le même regard aujourd'hui, donc bon. Mais Vampire, vous avez dit Vampire, celui-là, c'est un film qui a bien vieilli. C'est un film de Tom Holland. Et Tom Holland, il a pas fait beaucoup de films. Il a vraiment fait très peu de films. Par contre, on lui doit, Vampire, vous avez dit Vampire, pour moi le meilleur film de vampire et un des meilleurs films fantastiques du genre. Mais aussi, il a fait Jeu d'enfant, le premier de Chucky. Et Jeu d'enfant, c'est pareil, je l'ai vu dans mon adolescence. C'est un film qui était super impressionnant, toujours avec Chris Sarandon. Chris Sarandon qui avait un acteur avec que je trouve avait vraiment beaucoup de charisme. Ouais, Chris Sarandon, pour moi, c'est un acteur qui avait énormément de charisme. Et c'est pour ça que le rôle de vampire lui allait vachement bien. Donc, ouais, il a fait Jeu d'enfant, le premier de Chucky. Et Vampire, vous avez dit Vampire, donc il a fait deux films cultissimes, fantastiques horreur. Et pourtant, ce réalisateur a été, je trouve, délaissé. Voilà.
a été aussi le scénariste de Classe 84, un film que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est incompréhensible de voir un réalisateur avec autant de talent pour ces deux films-là, tu vois. De savoir qu'il a quasiment rien fait d'autre. John Carpenter, tu vois, il a quand même insisté, il a fait beaucoup de choses. On a Wes Craven, tout ça, qui ont insisté dans le genre film d'horreur fantastique et qui ont sorti Scream. Wes Craven nous a sorti Scream à un moment donné. Bon, il a fait Freddy, tout ça, mais il est quand même revenu avec Scream derrière. Là, on a quand même un réalisateur qui a fait deux films exceptionnels et cultissimes, dont le premier d'une série qui sont les Chucky. C'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était mon top 10 des films de Vampire. Donc voilà. Donc je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour je ne sais